Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Leslie, comment ça va ? Bonjour Nankeda, ça va très bien et toi ? Bah écoute, très bien. On est fin de semaine, on est un peu claqués toutes les deux. Mais on avait hâte d'enregistrer cet épisode parce que c'est un peu le croisement entre deux mondes, donc cybersécurité et qualité. Donc Leslie, tu es responsable de la communication chez Stoic et également animatrice d'un podcast qui s'appelle Le Monde de la Cyber. Donc j'ai eu envie de t'avoir dans le podcast parce que je pense que tu as plein de choses passionnantes à nous raconter. Et voilà, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment t'es arrivée en cybersécurité chez Stoic, et puis prends ton temps pour nous expliquer ton parcours. Ça marche, merci Nankeda pour l'invitation déjà sur ton podcast. Moi, ça m'enchante de passer de l'autre côté du micro. C'est un autre exercice, un autre rôle. Donc, on va voir comment ça se passe. Alors, pour me présenter rapidement, donc en effet, moi, c'est Leslie. Donc, je travaille dans le monde merveilleux de la cybersécurité depuis 2 ans maintenant. Donc, chez une entreprise qui s'appelle Stoic et qui propose une assurance en cybersécurité auprès des PME et des ETI en France et en Allemagne depuis très récemment. Donc moi, je suis en charge en effet de la communication et du coup, comment je suis arrivée dans ce monde-là, parce que moi, avant Stoic, je ne venais pas du tout du monde de la cybersécurité, donc je suis tombée un petit peu là par hasard, on va dire. En fait, avant, je faisais du SEO, je travaillais dans une autre start-up et quand je me suis mise en recherche d'une nouvelle expérience professionnelle, je savais pas trop en fait dans quoi me lancer. J'ai passé énormément d'entretiens. Je pense j'en ai passé une 50aine avec des entreprises qui font énormément de choses différentes. C'était hyper varié les entretiens et moi ce que je cherchais c'était vraiment une nouvelle aventure professionnelle sans avoir d'idées précises en tête. Et il y a eu donc cette entreprise Stoic qui existait depuis quelques mois seulement. Ils étaient 4 à l'époque qui me contactent. Donc le CEO de l'entreprise, Jules Vera, me contacte sur LinkedIn et voilà, me parle de son projet. Et puis moi ça m'a fait tilt tout de suite parce que je me suis dit c'est la première fois que je suis en contact avec une entreprise de cybersécurité. Et la cybersécurité c'est quelque chose dans lequel je me sens absolument pas compétente, je ne connais absolument rien et par contre c'est un sujet qui me fascine un petit peu, justement ce monde de la cyber, c'est un peu tout ça, c'est un peu mystique, on sait pas trop ce qui se passe derrière les écrans, il y a un monde imaginaire en fait derrière qui m'a attirée et donc je passe les entretiens en me disant là si jamais ça marche avec cette entreprise dans ce milieu-là, le truc génial que je recherchais c'était avec ce sujet-là je vais jamais m'ennuyer. La cybersécurité à mon avis c'est quelque chose qui évolue tout le temps, c'est hyper technique, hyper complexe, donc il y a tout un terrain à défricher et je vais mettre un petit moment avant de m'ennuyer et donc je me suis dit super, j'ai trop envie de me lancer là-dedans. Okay. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivée dans le monde de la cybersécurité. Aussi avant je faisais du SEO et j'avais envie d'élargir mon poste et de passer à un poste de respocom et faire du contenu plutôt de qualité alors qu'avant je faisais plutôt de la quantité. C'est quelque chose qui m'allait très bien. Donc voilà comment j'ai atterri chez Stoic. Ok, donc c'est un beau parcours. Honnêtement, je t'avoue que quand tu m'as dit 50 entretiens, je me suis dit quand même, ça en fait un certain nombre. Donc attends, qu'est-ce qui a fait que tu as répondu à moitié, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ok, je vais aller chez Stoic, je vais aller dans la cybersécurité, alors que pour le coup, tu as dû voir un éventail hyper large de différents métiers, même si c'était des secteurs que tu ne connaissais pas, t'en as choisi un que tu ne connaissais pas et t'as décidé d'aller là-dedans. Genre, qu'est-ce qui a fait vraiment que tu t'es dit ok, pas de souci, je vais là-dedans?
Bah vraiment 3 raisons principalement. Déjà le sujet, donc comme je l'ai dit, la cybersécurité, où je me suis dit waouh, ça c'est vraiment pépite de s'y atteler. Deuxièmement les équipes, même s'ils étaient très très peu à l'époque, donc vraiment toute petite équipe. Enfin, c'est vraiment les cofondateurs et le premier employé que j'ai eu en entretien au début et j'ai été extrêmement bien accueillie. J'ai découvert dans ce monde-là énormément de bienveillance, énormément d'ouverture d'esprit, et puis cette envie de me transmettre en fait ces connaissances et aussi bien travailler avec les experts pour pouvoir moi prendre le sujet en main. Je me suis dit ok, j'ai l'impression qu'avec cette équipe-là, je peux y arriver à m'atteler à un sujet, à un tel sujet. Et puis le poste proposé en effet de pouvoir élargir mes compétences, c'était vraiment tout un package qui était assez différent de toutes les autres entreprises que j'ai pu voir en entretien et qui m'a beaucoup attirée. Ok, d'accord. Bon, maintenant qu'on est du coup 2 ans, 3 ans plus tard. 2 ans. 2 ans plus tard. Est-ce que t'es toujours aussi je pense que oui, parce que tu as quand même créé un podcast là-dessus. Toujours aussi contente de ton choix, pas de regrets. Alors non, vraiment pas de regrets. C'est vraiment une très belle expérience professionnelle encore aujourd'hui et surtout le pari a été réussi. Je ne me suis pas encore ennuyée sur le sujet que je traite aujourd'hui. Les journées ne se ressemblent absolument pas chez Stoic. Aujourd'hui on est 60 collaborateurs. On a ouvert l'Allemagne. Ah ouais, ça a bien grandi. L'entreprise a énormément changé en très très peu de temps. Donc faut savoir que le poste sur lequel j'étais recrutée au départ ne ressemble plus du tout au poste que j'occupe aujourd'hui. Donc nos tâches évoluent énormément, les missions évoluent, les personnes qu'on côtoie évoluent puisqu'il y a énormément de nouveaux employés qui sont arrivés. Donc la culture d'entreprise elle s'est créée et c'est une très belle aventure. C'est très intense mais vraiment passionnant. Ok, bon, c'est super. je te souhaite de continuer à te plaire autant, en tout cas, dans ce secteur et dans cette entreprise. Alors, j'avais déjà fait un épisode l'année dernière avec justement un pen tester. Donc pen tester, je rappelle, une personne qui fait de la qualité, qui fait du test, mais spécialisée en cybersécurité, qui va réaliser des tests d'intrusion notamment. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'avoir quelqu'un d'autre du secteur? Pour 2 choses. J'ai eu envie de t'avoir toi pour 2 choses. Déjà parce que tu échanges avec beaucoup de spécialistes de la cyber, donc parfois même des personnes qui vont représenter des institutions. Donc je pense que tu as une vision plus globale de l'état de la cyber aujourd'hui en France et par ricochet dans le monde. Et deuxièmement parce que tu es une femme dans la tech et que je me suis promis qu'en 2024, j'allais parler des femmes dans la tech et que j'allais avoir plus d'invités femmes dans ce podcast. Donc, on poursuit les mêmes objectifs. On est d'accord, quand même, faut en parler. Ça, c'est la résolution de 2024 que je me suis posée aussi sur mon podcast. Et en 2024, je veux plus de 50% de mes épisodes avec des voix féminines. Yes. Et je leur expliquerai pourquoi. Je te laisse terminer. Vas-y, si tu veux, tu peux l'expliquer déjà. Là, c'est pas grave, y a pas de souci. Tu peux précéder la question. Non, vas-y, je te laisse poser ta question. Ok, donc du coup, ma question, c'est, là, aujourd'hui, c'est quoi l'état de la cyber en France en termes de demande d'emploi, en termes de répartition, justement, hommes-femmes, non-binaire peut-être, en termes de... Voilà, c'est quoi l'état de la cyber? Est-ce que les gens ont une réelle curiosité pour ça et ils font des recherches pour comprendre de quoi il s'agit, ou est-ce qu'on est encore dans l'image du hacker à capuche derrière son ordi, etc. Ouais, je vais te répondre peut-être un peu plus du point de vue d'une entreprise qui doit justement aujourd'hui s'intéresser à la cybersécurité. En gros, moi, si tu veux, quand je suis arrivée chez Stoic, on est parti du constat que aujourd'hui les dirigeants d'entreprise, ils ont du mal à mettre des ressources financières, humaines dans la cybersécurité et parfois c'est même pas du tout leur priorité.
Et quand je parle de dirigeants d'entreprise, nous, notre cible, c'est donc les PME et les ETI. Et pourtant, c'est des cibles vraiment, c'est des entreprises assez vulnérables face à la menace cyber. Le risque cyber aujourd'hui est considéré par plusieurs acteurs, plusieurs grands acteurs de l'assurance comme étant le risque numéro 1 en entreprise. Et on a un tissu économique français et européen qui est assez peu protégé, assez mal protégé contre ce risque-là. Pourquoi ? Parce que c'est un risque justement qui est un peu nouveau, qu'on maîtrise pas bien, on comprend pas trop ce qui se passe parce que c'est hyper mystique, parce que tous les codes là ils sont complexes, techniques, on a du mal à en parler. Et puis on a du mal à comprendre de quoi il s'agit vraiment. On se dit toujours, bah non, moi je suis pas concernée, les hackers ils vont pas s'intéresser à moi. Et puis je pense qu'on se dit ça aussi même en tant que particulier. Donc cette vision, elle vaut un peu pour tout le monde. On se dit tous, bah non, mais pourquoi ça m'arriverait à moi? Ouais, c'est vrai, Puis, excuse-moi de te couper, on a tendance à penser qu'en fait, parce que les seuls cas dont on entend parler, ça va être un petit peu les hôpitaux qui sont volés leurs données, ou tu vois, des grosses boîtes vraiment où des fichiers clés vont être récupérés, ou ce genre de choses. Et le seul moment, éventuellement, on va se poser la question, c'est quand on va recevoir un mail de phishing, on va se dire, ok, bon, je clique pas, et puis voilà. exactement. Ouais. Les petits SMS là de rappel, attention, vous n'avez pas payé votre amende, alors que c'est pas du tout comme ça que tu payes tes amendes. C'est pas en cliquant sur un lien via un SMS. On reçoit tous les jours tous des mails de phishing, des SMS de phishing. On est tous en fait concernés par le risque cyber. On a tous un ordinateur, on a tous un téléphone dans notre poche. On évolue tous dans des environnements ultra numérisés. Et pourtant, on se sent pas trop concernés. En tout cas, pas assez par le risque cyber. Pas Je sais pas suffisamment, si ouais. toi, t'as mis des mots de passe complexes partout sur tous tes comptes. Ouais. Mais voilà, bon, bah, très beau réflexe. Mais beaucoup de gens encore, par exemple, ne font pas ça. Bah, c'est difficile aussi de comprendre pourquoi c'est important de le faire. Donc c'est plus vécu aujourd'hui comme une contrainte de se sécuriser que comme quelque chose qui va faire avancer l'entreprise ou te sécuriser, enfin qui va être bénéfique pour toi sur le long terme. Et du coup, en partant de ce constat, on s'est dit ok, où est-ce que ça pêche et du côté com, on s'est dit ok, bah, là où il faudrait, là où on pourrait agir, c'est sur la manière justement de raconter cette histoire du risque cyber. Et de parler de cyberattaque et de cybersécurité un petit peu autrement que ce qui se fait aujourd'hui, aussi bien dans la presse, où on entend en effet que des exemples d'hôpitaux publics qui se font attaquer, et puis on a toujours le visuel du mec en sweat à capuche avec des lignes de code partout et des têtes de mort. Et en fait, tout ça fait que on est face à un monde inaccessible, un peu anxiogène, Ouais. et où on se sent pas forcément concerné et qui fait peur en fait. Qui fait peur dans le sens où bah, ce sujet-là, on n'a pas trop envie de s'y atteler parce que aussi bah, c'est hyper technique, c'est hyper complexe et voilà, c'est pas un sujet dont on parle tous les jours. Et aussi, il y a tout ce mythe autour des personnes qui travaillent dans la cyber, où on se dit, ah oui, mais si tu travailles dans l'informatique ou dans la cybersécurité, c'est forcément que tu sais coder depuis que tu as 5 ans et demi. Et donc, toi, tu comprends tous les acronymes, là, tous ces trucs hyper compliqués. Mais voilà, moi, en tant que commun des mortels, je n'ai aucune chance. Je ne peux pas comprendre, je ne vais pas pouvoir comprendre de quoi vous parlez. Donc, je vous laisse ce sujet à vous. Ça a pu renforcer, en fait, cette idée que ce monde-là est réservé à un petit microcosme de personnes, alors que nous sommes tous concernés, comme je le disais tout à l'heure. Donc on s'est dit ok, bah, on va faire une communication plus, enfin qui casse un peu les codes en fait. Donc Ok. on a mis en place des codes visuels beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, on espère qu'ils donnent envie justement de s'intéresser au sujet. Moi j'ai banni dès le début le suite à capuche, la tête de mort chez Stoic, en disant bah non en fait on va pas répéter ce que font les autres. Ça a été dur au début pour certains aussi de se retirer un petit peu de cet imaginaire collectif qui est très très bien ancré. Mais aujourd'hui, on se rend compte de la puissance que ça a, donc c'est quelque chose qu'on a gardé. Et l'autre point, c'est parler toujours de manière simple. De ces sujets-là, donc simple, accessible, tout en restant expert sur ces sujets. Donc là, il y a un certain degré de vulgarisation à trouver dans la manière dont on fait passer les messages qu'on a, je pense, trouvé aujourd'hui et qui marche aussi très bien pour nos cibles. Nous, nos cibles, faut savoir que
c'est quand je dis le commun des mortels, c'est à peu près ça. C'est les courtiers en assurance en fait qui vont distribuer notre produit d'assurance cyber auprès de leurs clients. Donc c'est à eux d'aller présenter l'assurance cyber et d'aller présenter le risque cyber à leurs clients, aux entreprises donc PME et ETI. Et donc si pour les aider en fait à prendre en main le sujet et à raconter cette histoire du risque cyber, on a mis en place donc cette méthodologie que je viens de te présenter. Voilà. La question, c'était aussi quel est l'état donc de la cyber aujourd'hui. Donc là, Yes. bon, d'un point de vue sensibilisation au risque, c'est prise de conscience du risque. C'est à peu près le constat qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a une prise de conscience qui est faite on commence à rendre la cybersécurité plus importante au sein de ces entreprises et de l'imaginaire collectif. Mais aujourd'hui, on souffre toujours, c'est normal, ça va durer encore quelques années, d'une pénurie de talent quand même hyper forte de ces métiers. Donc en effet, les métiers de la cybersécurité aujourd'hui, c'est très très recherché. Il y a plein d'écoles de cybersécurité qui se créent. Donc on veut former énormément on veut former je crois c'est 15 000 personnes même plus dans les années à venir justement pour pallier au manque à la pénurie de talent parce que si toutes les entreprises doivent investir des ressources notamment humaines, ça va être beaucoup de postes qui vont être ouverts et il faut recruter et aujourd'hui c'est très très difficile de recruter des experts en cybersécurité. Voilà. Ok. Donc c'est pour justement, ça, tu vois. qu'il faut attirer les femmes dans ces métiers et casser les codes les codes en place justement pour que l'autre moitié de la population, qui sont les femmes, s'intéressent aussi à ces sujets, soient attirées par ces sujets parce que je pense que l'intérêt il est là, mais l'attrayance n'est pas encore là forcément pour tout le monde. Ouais. Justement là-dessus, tu vois, je voulais parler de ce que tu parlais de complexité tout à l'heure. On imagine que la cyber c'est quelque chose d'hyper complexe, donc ça rebute un petit peu. Mais quand je vois effectivement les 15 000 postes à pourvoir qu'on a actuellement en France, j'ai l'impression qu'il y a deux tendances en fait qui se dessinent, tu vois. Là, autour de moi, notamment dans la qualité, j'ai beaucoup de personnes qui me disent écoute, moi, la qualité, ça m'intéresse, mais j'ai envie de me spécialiser en cyber. Parce que ça paye mieux, parce que ça donne un peu plus de poids, et justement, dans la qualité, comme je te disais la dernière fois, c'est un petit peu le parent pauvre de la tech, dans le sens où, comme il n'y a pas besoin d'énormément de compétences techniques pour démarrer, c'est un peu mis sur le côté comme ça, tu vois. Et puis après, avec le temps, évidemment, ça change. Donc, tu vois, t'as cette tendance-là, mais de l'autre côté, j'ai pas l'impression, effectivement, que l'image change. Alors, du coup, ma question, c'est, toi, vis-à-vis de ça, quand t'es arrivé, que t'as passé l'entretien avec Stoic, et que tu t'es dit, ah ouais, effectivement, cybersécurité, bon, ça pourrait être super, est-ce que t'as pas eu un petit peu peur parce que t'avais peut-être cette image de secteur ultra complexe, ok, mais il va quand même falloir que je me mette à niveau techniquement sur certains trucs. Voilà. Ma question, c'est est-ce que t'as eu peur avant de démarrer? Alors moi, vraiment deux choses à l'opposé, c'est que d'un côté j'étais hyper excitée parce que terrain de jeu vraiment énorme pour moi, c'est-à-dire que c'est un monde dans lequel il y a tout à faire en termes de communication. Donc là, je me suis dit pour moi c'est parfait. Et d'un autre côté, en effet, j'ai demandé à tous mes potes dev, tous mes collègues dev de l'époque, non mais les gars, vous pensez vraiment que moi je peux aller travailler dans une entreprise de cybersécurité? Genre là, la légitimité a été vraiment au niveau moins 10, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est normal, hein, tu arrives dans un secteur que tu connais pas du tout, tu te poses des questions. Et puis c'est là où en effet moi j'ai été rassurée plutôt par le côté très humain de mon entreprise où je suis vraiment aujourd'hui accompagnée quotidiennement. Je travaille main dans la main avec mes experts cyber, avec toute la team d'experts cyber qui m'aident au quotidien à retranscrire leur histoire du risque cyber. C'est pour ça aussi que ça marche, c'est-à-dire que moi toute seule dans mon coin, je vais pas réussir à vulgariser un sujet de cybersécurité. Par contre, je vais aller poser, je fais un petit peu un petit travail de journaliste en interne, quoi. C'est je pose beaucoup de questions, j'hésite pas à poser des questions qui peuvent paraître peut-être
bête ou anodine pour un expert. Mais voilà, moi je le dis tout de suite, moi je j'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que tu peux me réexpliquer avec d'autres mots parce que en fait là c'était trop technique ou j'ai pas bien saisi ce point, etc. Et aujourd'hui encore, il y a énormément d'aspects que je ne maîtrise absolument pas et que je ne comprends pas. Et je continue à poser mes questions bêtes. Mais ça marche, c'est complètement accepté. Et on me répond de manière très pédagogue et avec beaucoup de bienveillance. Et je pense que c'est ça aussi la clé du fonctionnement et de la mise en place de ma stratégie de communication aujourd'hui. Ouais. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, à un moment donné, on peut pas rester que dans de l'entre-soi, tu vois. Si on veut justement attirer de nouvelles personnes et faire en sorte qu'elles s'intéressent à notre secteur, à notre métier, enfin, faut arrêter de cloisonner. Et au contraire, je trouve que, tu vois, tu parles de questions qui sont peut-être bêtes pour des experts, mais ces experts-là, ils sont passés par là aussi, en fait, quand ils apprenaient. Forcément qu'ils se sont posé ces questions-là et y a pas de raison, tu vois. Donc, ouais, ok. Et puis surtout, là où on s'est rendu compte aussi que c'était gagnant-gagnant en fait cette histoire, parce que eux, en fait, ils sont hyper contents que quelqu'un s'intéresse à ce qu'ils font et quelqu'un qui n'est pas du milieu à la base et qui va aussi le communiquer un peu autrement que ce qui est fait aujourd'hui, que ce que tu vois aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on met souvent la cyberattaque en avant et ça, c'est un vrai sujet. On met toujours voilà le côté des attaquants, on a le sweat à capuche, machin, tout ça, c'est le côté attaquant. Et en fait, on met rarement en avant ceux qui travaillent pour la cybersécurité. Et ceux qui travaillent pour la cybersécurité, bah ils sont pas représentés avec suite à capuche et tête de mort, tu vois. Et en fait, ils font un travail. Moi, je les appelle les cyber-héros, les pompiers de la cybersécurité. Tu vois, je vulgarise vraiment à ce stade-là. Et puis, bah eux, ça leur fait plaisir déjà d'être plus visibles et puis qu'on arrive à raconter une histoire autour de leur métier. C'est hyper ludique aussi comme travail. Et puis en plus, plus les gens comprendront ce qu'ils font. Plus c'est facile pour eux de faire leur travail. Et donc, ça, c'est vraiment la situation win-win qui est assez valorisante. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord, très clair. Alors, du coup, parlons un petit peu de qualité très rapidement. Donc, tu m'avais indiqué qu'il n'y avait pas de testeur chez Stoic. Dans ce cadre-là, comment est-ce que la qualité est prise en compte au sein de l'entreprise, sachant que vous êtes sur un produit qui est digital. Donc, est-ce qu'il y a une culture de la qualité où chacun va être responsable à son niveau, donc que ce soit côté dev, côté product owner, product manager, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en construction ou pas voilà. Comment ça se passe un petit peu? Alors, je t'avais dit, je suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question puisque moi je fais de la com chez Stoic. Mais en effet, donc je me suis renseignée, on n'a pas de testeur en tant que tel chez Stoic, donc on est une 60aine de collaborateurs, mais ce qu'on a chez Stoic, c'est quand même une team d'experts cyber et une team technique qui sont très très experts sur leur sujet. Et du coup, ce qu'ils m'ont dit, c'est que oui, il y a des process qui sont mis en place, le code il est revu, il y a des audits qui sont faits tous les 6 mois, des process qui sont revus de manière annuelle. Voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place et évidemment la culture de la qualité. J'ai envie de faire dépasser le concept il reste pas seulement au niveau technique, c'est vraiment toutes les équipes. On est là aussi tous pour contrôler le niveau de qualité du travail qu'on fait et voilà. Ça marche. Très clair. Je te challenger un petit peu. Comment ça se passe au niveau des audits? Parce que vous avez construit un produit donc qui va être à destination d'assureurs. De courtier en assurance, ouais. De courtier en assurance. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Quand vous allez vous présenter auprès d'eux pour présenter votre solution, j'imagine qu'il y a des tests d'intrusion qui vont devoir être faits. Pour démontrer, pas exactement. Ok, du coup, ça se passe comment? Ça se passe comment? Alors, le process chez Stoic, pour pouvoir s'assurer chez Stoic, l'idée c'est de ne pas proposer uniquement un produit d'assurance où tu sais, quand tu souscris à ton assurance habitation, tu réponds à 2-3 questions, ils te font un devis, tu souscris, puis le jour où tu as un sinistre, tu les appelles. Nous, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. On n'est pas sur un modèle d'assurance classique, on est sur un modèle d'assurance
on l'appelle l'assurance active. C'est-à-dire que on met à disposition des outils de cybersécurité en complément du produit d'assurance. Et pour pouvoir s'assurer, on utilise déjà un outil en particulier qui va permettre, qui s'appelle un scan externe, qui va permettre en fait d'évaluer et de donner un niveau de risque technique à une entreprise pour savoir voilà est-ce que cette entreprise du coup peut être éligible à notre produit d'assurance ou pas. Donc ce scan externe, il va donner un score et en fonction du score, on va lui dire s'il est assurable ou pas. Et après, pendant toute la durée du contrat, il va avoir accès à plusieurs outils, des scans aussi internes et à un outil de simulation de phishing par exemple, qui vont permettre en fait à l'assuré d'être protégé, d'avoir un bon niveau de risque, de maintenir un bon niveau de risque durant toute la durée de son contrat d'assurance. Donc nous, avec nos outils, du coup, on propose une assurance qui agit en continu, tu vois, de manière proactive, même avant de se faire attaquer, avant le sinistre. Et puis, comme le risque zéro n'existe pas, le jour où tu te fais attaquer, on a aussi toute une équipe d'experts qui est enclenchée, ça s'appelle un CERT, service de réponse aux incidents, donc qui est disponible 24 heures sur 24 pour aller défendre l'assuré, et déloger l'attaquant du système d'information, etc. Et évidemment, tout à la fin, l'assurance prend en charge les pertes, la perte d'exploitation s'il y en a une, de manière assez classique. Et donc pour revenir sur ces tests qui sont réalisés, donc le premier test qui est réalisé, c'est donc le scan externe. Donc ce scan externe, en fait, il va scanner toute l'infrastructure externe du système d'information d'une entreprise. Et en gros, quand on dit infrastructure externe, faut s'imaginer, c'est tout ce qui est visible depuis l'extérieur. Donc, il va aller voir si ta porte d'entrée elle est bien fermée, si tes fenêtres elles sont bien fermées, si t'as pas un trou dans ton grillage. Voilà, si on prend l'image un peu de la maison. Donc, le scan externe il va faire le tour de la maison et repérer des potentielles vulnérabilités. C'est là où on parle de failles techniques quand on parle de jargon du monde de la cyber, failles ou vulnérabilités techniques. Et on va les détecter et les classer et leur donner un niveau de sévérité, donc un niveau de criticité. Les failles qui sont très critiques, on va leur dire celles-là faut les colmater le plus rapidement possible. Et après t'as toute une documentation qui est envoyée aux assurés pour qu'ils puissent colmater leurs failles. Et donc ce scan externe permet en continu de repérer les failles, les nouvelles failles aussi qui apparaissent sur le système d'information d'une entreprise, et donc de maintenir un niveau de risque plutôt bon. Et d'éviter des attaques un petit peu faciles qui peuvent arriver de manière assez courante. Évidemment, on peut pas éviter toutes les attaques puisqu'il y a toujours des nouvelles failles qui sont découvertes, mais au moins il y en a une bonne partie qu'on repère avant que les attaquants les exploitent, et ça c'est une bonne chose pour les entreprises qu'on assure aujourd'hui. Effectivement. Tu vois, t'as parlé à la fois de criticité et de sévérité, même si tu voulais parler que de l'un. Et là t'es typiquement dans de la qualité. En fait, vous avez construit un outil qui va faire le boulot que va faire un testeur. Enfin, concrètement, c'est ça en fait. Parce que vous allez aller repérer les erreurs et ensuite colmater les brèches, etc. Donc, exactement. C'est parfait. plus côté cyber, mais oui, du coup, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Ok, c'est parfait. Ça marche. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la sensibilisation. Comment est-ce que aujourd'hui, donc une PME ou une ETI qui nous écouterait, si jamais elle décide de faire appel à vous, c'est une chose, mais si jamais elle décide de ne pas faire appel à vous, quel type de petits tests justement les patrons de cette entreprise-là ou même les salariés de cette entreprise-là pourraient faire sans avoir de connaissances techniques pour essayer de se protéger, pour éviter des intrusions? Non, il y a un peu en effet des bases, des mesures de cybersécurité de base qu'on répète beaucoup et qui sont notamment communiquées par l'ANSSI, donc qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau de l'État, et qui publie des recommandations, notamment pour les cibles PME, ETI. Mais globalement, en gros, il y a quelques grands points qu'il faut garder en tête en cybersécurité qui sont pas si compliqués que ça à mettre en place et en tout cas à assimiler, à avoir en tête pour commencer
commencer, par où commencer pour se cybersécuriser. Le premier point, c'est vraiment les sauvegardes, des sauvegardes déconnectées et testées régulièrement, parce que c'est bien d'avoir des sauvegardes, mais si elles sont connectées à ton système d'information et que tu te fais attaquer, bah tu vas pas pouvoir avoir accès. Donc il faut qu'elles soient déconnectées, qu'elles soient sur un autre support, et en plus il faut qu'elles puissent être restaurables, parce que le jour où tu te prends un ransomware et que tu n'as plus accès à tes données et que tu veux reconstruire ton système d'information, il faut pouvoir utiliser la sauvegarde qui est disponible. Et donc, alors attends, ransomware, parce que on a des gens qui connaissent peut-être pas le terme, mais ransomware, du coup, est-ce que tu peux développer? Un ransomware, en français on dit rançongiciel, donc on utilise vraiment les deux termes. Oui, c'est moins joli. Et donc un rançongiciel, c'est une cyberattaque qui est lancée sur le système d'information, un système d'information, et qui va chiffrer toutes les données du système d'information. Donc l'utilisateur qui sera devant son ordinateur n'aura plus accès à rien, à aucune donnée, et qui va envoyer un petit message pour demander, en échange du déchiffrement des données, une rançon. Donc le montant peut être plus ou moins important, ça peut se chiffrer parfois en plusieurs millions d'euros, et tant que d'après l'attaquant, tant que vous n'avez pas payé la rançon, vous ne pourrez pas récupérer vos données, donc vous ne pourrez pas redémarrer votre activité. Il faut savoir qu'en attendant, l'activité est complètement à l'arrêt en général, et donc c'est la condition. Sauf que aujourd'hui, voilà, il est possible de ne pas payer la rançon, surtout si il y a de bonnes sauvegardes disponibles à côté, qui peuvent être restaurées assez facilement. Donc voilà, quand c'est le cas, en général, les équipes de réponse aux incidents sont assez contentes, parce qu'elles peuvent agir assez vite, déloger l'attaquant, remettre en place les sauvegardes, et puis faire redémarrer l'activité au plus vite pour l'entreprise qui a été attaquée. Donc vraiment les sauvegardes méga importants. Ensuite, on peut parler par exemple de l'authentification multifacteur, donc de pouvoir de s'authentifier avec plus qu'un simple mot de passe. Donc faire vérifier par une notification sur son téléphone par exemple, ou il y a aussi tout ce qui est reconnaissance digitale ou des tokens aussi, enfin des sortes des codes que tu reçois, ou oui, tu sais, quand tu reçois un code par mail aussi que tu dois faire vérifier. Donc l'authentification multifacteur, super important. Pourquoi ? Notamment pour dans le cas où tu as un mot de passe faible. Donc ça c'est un autre point, hein, c'est mettre en place une politique de mot de passe robuste. Donc plus ton mot de passe il est compliqué, plus il va être difficile à deviner pour un attaquant. Il faut savoir qu'ils ont des techniques automatisées, hein, qui permettent, ça s'appelle la technique d'attaque par force brute, donc de tester énormément de combinaisons d'identifiants en mot de passe de manière très automatisée et très rapide, et tu vois que les mots de passe les plus utilisés, donc par exemple AZERTY ou 1 2 3 4 5 6, ils peuvent être hackés en moins d'une seconde au final. Donc bon, voilà, c'est pour ça que le mot de passe robuste plus l'authentification multifacteur, ça peut être une bonne combinaison. Et ensuite, une bonne politique de mise à jour, c'est bien aussi de faire ces mises à jour assez rapidement. Pourquoi ? Parce que les mises à jour en fait permettent de corriger des failles de sécurité qui ont été détectées. Donc si on tarde à la faire, on a potentiellement des failles et qui peuvent être exploitées par les attaquants parce qu'elles sont publiques, et donc les attaquants savent qu'elles sont exploitables. Et puis évidemment, hein, souscrire une assurance cyber, ça peut toujours être utile aussi, hein, pour le jour où l'attaque arrive. C'est ce qu'on dit toujours, hein, la prévention, on l'encourage, évidemment, il en faut. C'est pour ça qu'on développe des outils de cybersécurité, en plus d'un produit d'assurance. Mais voilà, le jour où l'attaque arrive, surtout, ça permet de se préparer à l'attaque, et ça, être prêt pour le jour où une entreprise subit une attaque. C'est très important de savoir comment réagir, qui appeler dans ce cas-là, pour pouvoir redémarrer son activité vraiment le plus rapidement possible et minimiser surtout les pertes financières notamment. Et puis, cyberattaque, c'est catastrophique en général, hein, quand ça arrive, hein, même humainement, hein, on fait des témoignages de cyberattaques de chefs d'entreprise qui en ont vécu. On fait ça en vidéo sur la chaîne YouTube de Stoic, et tu vois souvent que il y a quand même une grosse partie souvent qui est mise au chômage partiel. C'est très dur pour les équipes, et quand les entreprises mettent des mois à s'en remettre, c'est très très difficile pour tout le monde.
Mais surtout qu'il faut pas croire que ce sont uniquement les grosses entreprises qui sont ciblées. Et c'est ça que j'aime bien justement chez Stoic, c'est que ça cible les PME et les ETI en fait, parce que on pense que bah oui, les grosses entreprises, c'est là où il y a peut-être plus d'argent, mais en fait celles qui sont les plus blindées, qui font de la formation en interne. Et les petites entreprises, oui, effectivement, en fait, en définitive, ça va être peut-être les premières parce que elles sont beaucoup plus faciles. Il y a juste à ouvrir la porte et on y arrive, quoi. Exactement, t'as très bien résumé la situation actuelle et puis ça s'explique, hein, les grandes entreprises, elles sont aujourd'hui assez bien sécurisées parce que il y a eu des lois qui sont passées, il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite, il y a eu des grosses attaques sur des grosses entreprises, donc elles ont mis depuis des mesures en place pour se protéger parce elles étaient très très concernées, oui. Elles le Ouais. sont toujours évidemment. Ok. Donc pour résumer, faire des sauvegardes, authentification multifacteur, des mots de passe. Attention à vos mots de passe. Mettez des caractères spéciaux partout. Puis quoi d'autre? Et puis les mises à jour, la sensibilisation au phishing, ça peut être bien aussi en entreprise. Avoir un petit outil de simulation de phishing, tu reçois des faux mails de phishing dans ta boîte mail régulièrement. Moi, ça m'arrive de faire des petits ascenseurs émotionnels parce que Stoic m'envoie des mails de phishing. Évidemment, je les reçois employés. Et puis, ça m'est arrivé même une fois en particulier où il y avait écrit votre paiement de 299 € a bien été pris en compte Ouais. sur un truc de Google. Et moi, j'avais payé la veille quelque chose qui n'avait rien à voir, mais du coup, j'ai Ouais. fait un lien bizarre dans ma tête en me disant, mais mince, c'était ce montant-là, mais c'est pas du tout ça que je C'était voulais pas payer. autant? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois très bien. Pourquoi? Et du coup, j'ai commencé à paniquer un lundi à 9h du mat. Et puis après, 5 minutes plus tard, je l'ai mis, non, mais sérieux, ils m'ont eu, quoi. Donc vraiment, ça arrive à tout le monde. On se fait tous avoir par les mails de phishing. Ouais. Même les plus grands experts vous le diront. Donc ça, c'est bien d'être entraîné parce que le côté émotionnel peut marcher, malheureusement. Forcément. Ça marche toujours. Avec l'émotion, ça marche toujours, de toute façon. Ils sont très forts aussi, hein, ils sont très forts. Ah, ça. Ils sont bien entraînés, je pense que maintenant. Tu vois, les arnaques où les gens sont passés pour des conseillers bancaires, mais ce truc-là, mais je trouve ça fou, en fait. Tellement on tombe facilement dedans. Bon, maintenant, on commence à connaître, mais les premières personnes qui ont été ciblées par ça, l'angoisse, Ouais, t'imagines l'angoisse. en fait, c'est tellement dur de reconnaître aujourd'hui. En plus, et maintenant avec les deepfakes où Ouais. ils arrivent à falsifier une voix au téléphone. Enfin, oui, ça va être de plus en plus difficile de reconnaître toutes ces arnaques. Et donc, il faut être sensibilisé en continu. En fait, c'est pour ça vraiment tout le monde est concerné hein, par ce risque-là. Tout le monde. C'est clair. Ok. Bon. Est-ce que tu as un sujet sur lequel je t'ai pas amené et dont tu aimerais parler? Peut-être les femmes dans la cyber, je peux en parler un petit peu plus. Les femmes, par exemple. Ok. Par exemple, aujourd'hui, donc, il faut savoir que seulement 11% de femmes occupent parmi les postes occupés en cybersécurité, il y a seulement 11% de ces postes qui sont occupés par des femmes aujourd'hui. Donc voilà, c'est un sujet sur lesquels il y a beaucoup d'associations qui essayent de travailler aujourd'hui. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à trouver des femmes qui viennent parler sur mon podcast. Pourquoi? Donc il y a plein de choses à dire hein, sur ce sujet. Ça va mettre du temps à faire changer ces mauvaises habitudes qu'on a. Par exemple, moi, pour mon podcast, à chaque fois, on me propose un intervenant. Et en fait, je pense pas tout de suite. Moi, je suis tellement contente que quelqu'un veuille venir parler sur mon podcast de son expertise ça fait plus d'1 an maintenant que je fais mon podcast et in fine, comme j'ai pas fait attention à ça, j'ai eu une seule femme qui est venue en 2023 parler au micro du podcast. Donc c'est un vrai sujet. Pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui? Il y a plein de choses. Enfin, j'ai fait un épisode le 8 mars dernier sur l'histoire justement des femmes dans l'IT, dans la cybersécurité. Et tu te dis mais c'est quand même incroyable. En 45, à la NASA, c'était des femmes qui ont programmé les premiers ordinateurs au monde. Ouais. C'était des équipes entièrement féminines. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Il n'y a plus que 11% de femmes dans les métiers de la cyber. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé entre les
les deux. Il s'est passé plein de choses. Mais le fait est qu'aujourd'hui, voilà, pour réinverser la tendance et attirer les femmes dans ce milieu, il y a beaucoup de travail à faire. On doit rappeler souvent, par exemple, qu'il est prouvé scientifiquement que les équipes mixtes sont les équipes les plus performantes. Et c'est vrai que dans le milieu de la cybersécurité, on est à la recherche de la performance aussi pour contrer toutes ces attaques qui deviennent de plus en plus difficiles à repérer, à contrer, puisque les cybercriminels, ils s'organisent de mieux en mieux, ils développent des techniques d'attaque hyper difficiles. On sait que c'est prouvé, des équipes mixtes, ça permet d'être plus efficace et performant. Et pourtant, on a beaucoup de mal dans ce milieu-là à recruter. Donc voilà, moi j'espère juste que le travail de sensibilisation que je mène au quotidien et qui est plus inclusif, plus lumineux, plus attirant, qui permet aussi de démystifier un peu ce monde de la cybersécurité. J'espère que ça permet aussi à des femmes d'avoir moins peur de se lancer dans ce milieu majoritairement occupé par des hommes et qui peut parfois paraître si anxiogène, si complexe et technique. Donc voilà, je t'avoue que quand je sais que tu m'avais contacté aussi suite à un post LinkedIn que j'avais fait sur ce sujet justement, et j'avoue que j'ai été contactée par énormément de femmes et d'hommes aussi qui m'ont proposé de venir passer sur mon podcast du coup suite à mon petit appel public. Et je suis absolument ravie. Donc je sais que là je vais réussir cette année, je ferai attention à ça et je vais réussir à faire représenter avoir plus de voix féminines dans mon podcast, et du coup je te le souhaite aussi pour le tien. Merci. Alors écoute, je vais rebondir sur tout ce que tu viens de dire. En fait, l'impression que j'ai, en fait, c'est pas qu'une impression, parce qu'en définitive, t'as quand même pas mal d'études là-dessus qui montrent ça, c'est qu'on a un souci au niveau de l'éducation, tu vois. Encore une fois, tous les métiers scientifiques, tous les métiers liés à l'ingénierie, on visualise, on représente des hommes derrière ça. Leur disons, voilà, vous en tant qu'homme, vous êtes scientifique, allez là-dedans. Pourquoi je sais pas d'ailleurs qui a décidé ça. Mais et puis nous on l'intègre. Moi, je te dis personnellement, j'ai intégré que j'étais pas du tout bonne dans les matières scientifiques, que c'était absolument pas possible, que j'étais une littéraire. Bon, je passais plus de temps dans les bouquins que dans mes exercices de maths, ça c'est sûr et certain. Mais en fait, c'est quand j'ai passé 25 ans que j'ai commencé à me dire, ok, bon, effectivement, peut-être que le tableau est pas si noir et je pourrais m'y intéresser un petit peu plus, tu vois. Et c'est ça qu'on nous met dans la tête, en fait, depuis toute petite. Donc, aujourd'hui, je suis moins surprise de voir ça, et en fait quand tu remets le contexte historique, en sortant de la guerre, effectivement les femmes avaient remplacé les hommes sur l'ensemble des métiers qui étaient exercés par les hommes, donc forcément si tu veux t'avais un espèce de boulevard pour pouvoir bosser en fait dans des secteurs tels quels, quoi, que ce soit en informatique, en ingénierie, etc. Donc effectivement, qu'est-ce qui s'est passé entre l'après-guerre et maintenant, pour qu'on revienne dans un truc où, en fait, vous, en tant que femme, vous devez être cantonnée à ce type de métier, ce type de secteur, parce que, soi-disant, vous êtes un peu plus douce, vous êtes un peu plus maternelle, vous êtes, etc., en sachant que les femmes avaient commencé à travailler, tu vois. C'est, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que hormis l'éducation qu'on nous donne, je m'explique pas ce qui a pu se passer d'autre, en fait. Eh ben, écoute, je t'invite à écouter l'épisode du podcast le 8 mars dernier où je refais vraiment tout l'historique de tout ce qui s'est passé depuis 45. Après, ce sont des hypothèses et des études, évidemment. Mais c'est vrai qu'on doit aujourd'hui rappeler souvent... il y a encore beaucoup de monde aujourd'hui qui pense que c'est normal que les femmes ne s'intéressent pas trop à ces métiers. Tu vois, c'est un truc assez naturel. Et déconstruire ses croyances, c'est un peu difficile. Et tu vois, même toi, tu m'as posé la question, mais attends, ça t'a pas fait peur de te lancer dans le monde de la cybersécurité? Et je pense que cette question, tu la poserais pas à un homme. Si. Tu vois? Mais après, moi, j'en parle moi-même. Mais, mais peut-être à un homme qui s'est reconverti, du coup, dans ce sujet, dans ce métier-là. Mais... En fait, je t'ai posé la question parce que tu m'as dit, j'y connaissais rien du tout. Donc, oui. et je me suis lancée, tu vois. Si j'avais eu un homme en face de moi qui m'avait dit j'y connaissais rien du tout, et je me suis lancée, je lui aurais posé exactement la même question. Parce que moi, je me suis demandé, est-ce que si j'avais été un homme, j'aurais demandé à tous mes amis dev, est-ce que vous pensez que je suis capable de me lancer là-dedans?
Et ça, Ouais. c'est vraiment c'est une réaction, je pense, qui est assez féminine, assez ancrée chez les publics féminins. De se demander est-ce que je suis capable de... et c'est pareil, je pense aussi pour la prise de parole en public et sur un podcast. Moi, je pense qu'il y a un petit biais, mais bon, ça c'est juste mon analyse personnelle, de se dire, bah en fait, les femmes sont moins enclines à dire, à accepter tout de suite, à dire oui, oui, Mhm. bah oui, je vais venir dans ton podcast prendre la parole, alors que j'ai des retours, j'ai l'impression en tout cas d'avoir des retours beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapide du côté de mes invités masculins. Est-ce que c'est aussi parce que les femmes ont moins de temps libre dans leur quotidien à consacrer à ce genre de projet à côté, en plus du travail qu'elles mènent au quotidien, de leur métier, mais aussi d'une certaine charge mentale quotidienne au niveau personnel, où on n'a pas forcément le temps, voilà, de se consacrer à ce genre de projet. Est-ce que les hommes ont plus de temps à se consacrer à ce genre de projet? Je me suis posé plein de questions. Et puis aussi, il y a le fait, évidemment, que la plupart des représentants de grandes institutions, ce sont aujourd'hui toujours des hommes. Et c'est eux, évidemment, que j'ai invités. Moi, je voulais avoir les directeurs de telle institution. Bah, c'est un homme. Bah, c'est ce qu'on trouve majoritairement. Donc, tout ça mis bout à bout fait que je me suis retrouvée en 2023 dans cette situation. Mais voilà, cette année, je vais vraiment faire très très attention à ça parce qu'en effet, tu dis, des rôles modèles, c'est hyper important. Et d'entendre parler des femmes, de s'identifier à ces personnes-là pour découvrir le monde de la cybersécurité, donc des mondes jugés techniques et masculins, c'est hyper important aujourd'hui. Complètement d'accord avec ça. Ok, bon, Leslie, c'était un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu as une dernière question pour moi? Alors, j'avais préparé en effet une petite question pour toi. J'ai peur. Mais tu as répondu au début du podcast, je crois. Ah, ok. Oui, non, moi, ce qui m'intéressait, c'était pourquoi est-ce que le sujet de la cybersécurité était important à traiter justement dans ton podcast. Parce que justement, c'est important de faire des ponts avec d'autres métiers. Parce que, comme tu viens de le dire, en fait, on n'a pas assez d'éléments, donc de médias, de personnes qui en parlent pour intéresser plus de monde, tu vois, du grand public, des personnes qui ne sont pas initiées, et parce que j'avais envie de faire un lien, encore une fois, avec la qualité logicielle. Et que si on reste chacun dans sa niche, en fait, on va atteindre un plafond de verre, quoi, tout simplement. Donc c'est important de faire des ponts comme ça, et puis juste d'ouvrir son esprit, tout simplement. Là, tu vois, tu nous as donné des conseils, donc quelqu'un qui derrière est en tant qu'individu ou en tant que patron ou patronne d'une entreprise va récupérer des tips. Peut-être que demain, tu as une TPE qui va se dire ok, en fait là, comment est notre sécurité informatique? Ok, faut peut-être qu'on mette des choses en place. Tu vois, c'est juste en fait faire prendre conscience aux gens qu'il y a certaines choses aujourd'hui, tu vois, en 2024, on peut pas les négliger, tu vois. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de tout ça et je suis trop contente de t'avoir et voilà. Je suis ravie aussi et j'espère que cet épisode va permettre d'avancer encore sur la prise de conscience du risque cyber. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment contente d'être passée de l'autre côté du micro. Merci de m'avoir donné cette occasion. Avec plaisir, merci beaucoup à toi. Salut Nankida. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous aurez la chance d'entendre cette petite annonce. Alors, je suis en train de travailler sur un nouveau format de contenu et en toute transparence, ce sera un format de contenu payant. Alors, le podcast ne deviendra pas payant, mais ce sera uniquement ce nouveau format de contenu. Le podcast, c'est un side project qui me demande du temps et de l'argent. Et j'ai donc investi mes propres deniers dans le micro, dans un logiciel de traitement, dans une plateforme d'hébergement, donc je paye tous les mois. Et pour pouvoir le pérenniser, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui le finance. S'il pouvait s'autofinancer, ce serait juste génial. J'aurais aimé qu'on fasse déjà des millions d'écoutes, mais on n'y est pas encore. Quand tout sera prêt, bien évidemment, je n'hésiterai pas à vous en parler via une autre annonce. Mais en attendant, si certains parmi vous ont en tête des entreprises ou des centres de formation qui sont ouverts au sponsoring, n'hésitez pas à leur parler du podcast et je vous en remercie grandement par avance.
Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.